BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Notre invitée ce soir, c'est Sarah El Haïry, elle est secrétaire d'État en charge de la biodiversité. Bonsoir Sarah El Haïry. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce que en fait, vous ne pouvez pas aller à Dubaï, non, à la COP28. Enfin, vous avez présidé des séances, mais effectivement en virtuel et non pas en réel, parce que vous attendez un heureux événement. Si j'en parle, c'est que vous l'avez médiatisé. On a vu ce week-end 2 pages dans Paris Match, puisque vous êtes en fait la première membre d'un gouvernement qui dit « j'ai fait une PMA avec ma compagne ». Juste, c'est pas un truc de fou de faire un bébé en ce moment lorsqu'on voit... lorsqu'on regarde tout ce qui se passe depuis, toutes les nouvelles depuis quelques jours. Je vois toutes ces nouvelles et en même temps, c'est la foi en l'avenir qui fait que c'est une preuve que oui, c'est possible autrement. Et en même temps, je vois beaucoup de jeunes me dire je ne ferai pas d'enfants puisque le monde est incertain, parce que la planète touche à ses limites. Et face à tout ça, moi je crois en la force de notre pays, en la force aussi d'une certaine manière de l'humain, à rétablir en fait des équilibres sociaux, bien sûr, dans l'unité de notre pays. Et quand on voit malheureusement le terrorisme, quand on voit l'antisémitisme, quand on voit ces horreurs, ce qui est les heures les plus sombres d'une certaine manière de notre histoire, et en même temps, même sur la planète et ses limites, la force qu'on peut avoir si on veut restaurer. Et c'est là où notre petite fille, même si on se pose très légitimement la question assez régulièrement en disant mais dans 20 ans, dans quel monde elle vivra? Eh bien aujourd'hui, moi je suis en situation, en étant en gouvernement d'une des plus grandes puissances mondiales, eh bien de faire avancer, d'essayer de lui garantir à elle et à toute cette génération qui arrive, eh bien un monde plus sain, plus serein, mais en tout cas un monde où ils peuvent se construire. Après, ça veut dire qu'il faut... boulot, hein. Ouais, il faut y aller, ça c'est certain. Il faut y croire surtout, comme vous dites. On va parler de la biodiversité, parce qu'en fait ça touche... là, les chiffres sont aussi terrifiants, 1 million d'espèces qui ont disparu, mais surtout la biodiversité, en fait, et moi j'avais pas pensé dans un premier temps, ça concerne les entreprises. Et puis vous avez, justement, la semaine dernière, vous avez fait tout un grand route avec des entreprises pour leur expliquer en quoi c'est important, en quoi ça peut bousculer leur modèle économique. Exactement. En fait, pendant longtemps, on imaginait que le secrétariat d'État à la biodiversité, eh bien, il s'occupait... C'était un gadget, quoi. Pardon, tout à fait. Non, mais vraiment, c'était s'occuper des papillons, des espèces peut-être emblématiques. Enfin, ça s'arrêtait là. Hein. Mais pas du tout. Aujourd'hui, le secrétariat d'État à la biodiversité, le ministère de la biodiversité, c'est quoi? C'est une sorte de carrefour, en fait, des opportunités et en même temps des risques. Il y a des modèles d'affaires entiers qui risquent de s'effondrer s'ils ne prennent pas conscience de leur dépendance. Et en fait, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a la moitié du PIB mondial qui dépend de services rendus gratuitement par la nature. Comme c'est gratuit, on a du mal à les évaluer, donc on a du mal à finalement à les protéger. Et j'ai un problème fondamental qui est celui que, aujourd'hui, le climat a bien pris sa place dans les comités exécutifs, dans les trajectoires des directoires. La biodiversité, non. Pas du tout. Sauf que c'est le rôle des patrons que de tenir ces transitions. Et pour ça, eh bien, moi, mon job, ma mission, c'est de leur montrer à quel point eh bien, nous avons aujourd'hui une sorte de responsabilité immédiate d'intégrer du coup le sujet de la biodiversité à l'intérieur même eh bien, des comités exécutifs, mais surtout il faut que ce soit les PDG et les DG qui prennent la main dessus. On va en reparler. Je voudrais peut-être qu'on commence, parce que c'est l'actualité de ce week-end, avec l'ouverture de la COP28, 140 chefs d'État qui étaient là, dont évidemment Emmanuel Macron avec le gouvernement, sauf vous, puisque d'abord vous êtes là. Ces grands-messes, c'est vrai qu'on peut se poser la question en disant, est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que les accords, on les respecte pas. Enfin, les accords fondamentaux. Il y a des accords qui sont signés ici ou là, comme sur le fond, sur le dommage, c'est très important, psychologiquement, presque plus que sur le fond. Mais pour vous, ça sert à quelque chose, ces promesses? Moi, je comprends que dans le monde actuel, on se dise pourquoi on réunit autant de monde à l'autre bout du monde. Ça fait de la pollution. Bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'a pas ces grands moments où des pays entiers font converger des prises de décision. Typiquement, on va prendre acte du fait qu'aujourd'hui, les accords de Paris ne sont pas à la vitesse des respects. Et donc, du coup, parce que ce n'est pas respecté, on n'atteindra pas les objectifs si on n'accélère pas maintenant. Donc, c'est des clauses de revoyure. Mais surtout, s'il n'y a pas ces grands moments, il y a des moments de diplomatie environnementale qu'on n'arrive pas à faire. Je vais donner un exemple très concret. La dernière COP, celle de Montréal, on a réussi à sortir un accord sur la haute mer. Pêche illégale, sur exploitation. Mais si on n'avait pas cette COP,
on ne pourrait pas se mettre d'accord sur des zones qui ne sont pas des zones exclusives. Qui a été validé assez récemment, en plus. Exactement. Après, hein, ouais. 15 ans, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop long. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ces COP, eh bien, elles ont aussi la pression de, eh bien, je veux dire, des citoyens, du monde économique aussi, et c'est pour ça qu'on voit arriver, d'une certaine manière, une nouvelle musique. Aujourd'hui, une partie des accords, et c'est le président de la République qui a posé ça, en disant mais il faut que l'OMC, donc aujourd'hui tous nos accords commerciaux, intègrent des clauses environnementales et climatiques. Si on n'intègre pas ça dans le cadre de ces grands accords et de ces grandes COP, eh bien finalement, on aurait de la concurrence déloyale systématique. Et donc il n'y aurait plus les pays leaders, finalement, comme le marché européen, mais on aurait des pays qui disent j'attends de voir, mais en attendant, ce n'est pas mon sujet parce que je mettrai en risque ma propre économie nationale. Et c'est là où ces COP sont essentielles. Après, il ne faut pas être naïf. Oui. Soyons très clairs. À un moment, il faut des marchés qui se régulent. Et nos marchés, c'est le marché européen. Moi, je salue, par exemple, les décisions qu'on a prises sur les produits de la déforestation. On interdit sur notre marché parce qu'il y a des pays qui s'en fichaient jusque-là. Et donc, la seule manière de les contraindre ce n'est pas la signature d'un accord, c'est le fait de ne plus accéder à un marché. Oui, ça vous avez raison. Là, ils comprennent bien. Là, oui, ça marche. Hein. Mais en même temps, regardez, le président Macron, il a pris des engagements assez forts. Il a dit que la France va sortir du charbon. Alors vous me direz, pour nous, c'est facile, on a le nucléaire. Mais regardez la Chine, regardez les Allemands. Ils vont pas prendre cet engagement-là parce qu'ils sont incapables de tenir cet engagement. En fait, on peut les bousculer un petit peu, dans le sens où nous, on va réussir à sortir du charbon, même avant la date prévue pour tout le monde. Nous, ça serait dès à peu près 2027. On pourrait réussir, parce qu'il ne nous reste plus que 2 centrales à charbon. Oui. C'est vrai. Mais parce qu'on a le nucléaire. Une de Nantes que vous connaissez bien, parce que vous êtes élu tout à fait, je suis nantaise. Voilà, nantaise. Le charbon, on a avancé, on a le nucléaire, on a du mix énergétique qui est très en avance, donc c'est plutôt une bonne chose. On a le quart d'heure d'avance, si on voulait. Mais la réalité, c'est que si on n'applique pas la taxation carbone aux frontières de l'Union européenne, alors ces produits, par exemple asiatiques ou d'autres bouts du monde, continuera à être ultra concurrentiel sur notre marché. Et c'est là où je parlais de sortir de la naïveté. Il faut une ambition politique, la COP le permet, et ensuite il faudra des éléments contraignants sur un marché européen. Et c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est pas spécifiquement un marché français, parce que sinon on met en difficulté une partie de nos entreprises. Il faut que ce soit des accords européens. Et c'est là où notre puissance est un peu différente, mais notre puissance elle compte quand on est en européen fort au moment de la COP. Je vois que c'est bien, vous y croyez, vous avez envie. Mais sinon on n'aurait pas fait de bébé. Encore une petite question là-dessus. Après, je voudrais qu'on parle de biodiversité parce que en fait, ça devrait presque rentrer encore plus dans la COP 28. Sur les énergies fossiles, vous avez vu les désaccords, c'est un peu normal. Déjà, il faut voir où se passe la COP 28, mais il y a des désaccords. Chacun va aller à un rythme très différent. C'est quoi votre position, vous dites, puisque vous êtes jeune, donc future maman, vous dites qu'il faut sortir totalement des énergies fossiles. Moi, je pense qu'il faut y aller le plus vite possible. Par contre, il faut avoir un regard très particulier sur les pays en voie de développement et sur les conséquences sociales dans ces pays. Et donc, il peut regarder au Nigeria. Exactement. On critique beaucoup Total, énergie, mais voilà, en même temps, c'est des emplois. C'est des emplois. C'est des emplois, c'est une stabilité économique. Oui. Et moi, j'ai pas envie de voir des pays entiers tomber, par exemple, dans des mouvements, pour le coup, beaucoup moins démocratiques, où, pour le coup, on voit des radicalisations religieuses se trouver. Je pense évidemment à l'islamisme politique qui trouve son terreau sur la misère humaine, pour être extrêmement clair. Et face à ça, il y a des engagements qu'il faut que les pays développés, les grandes puissances dont nous faisons partie et qui ont d'une certaine manière gèrent le destin de notre planète entre les mains, s'engagent aussi à les accompagner. C'est le fonds d'ailleurs qui est créé et dans lequel la France va mettre plus de 100 millions d'euros, à condition que ça serve les populations pour permettre un soutien social, de justice et de permettre d'autres emplois. Maintenant, c'est pas un montant gigantesque. La France seule. Donc maintenant, quand les autres s'engagent. Mais 100 millions, vous voyez. Ah bah oui, mais 100 millions pour la France. Si tout le monde y met un ticket, je vous assure que la puissance de frappe n'est pas la même. Et puis, il y a d'autres exemples. Je pense aussi à la reconnaissance des services rendus par leur propre nature et les forêts. Ça fera le lien avec la biodiversité, Sarah El Haïry. Comment... Parce que vous faites un grand écart, en fait, parce que d'un seul coup, vous soutenez Total Énergie au Nigeria en disant, oui, mais voilà, ça permet une stabilité, ça permet de faire des retombées économiques. C'est juste qu'il faut un regard spécifique territoire par territoire. Mais en même temps... et une sortie la plus rapide possible. Mais en même temps, certains disent, de faire ces oléoducs, tout ça, ça détruit beaucoup la biodiversité, la déforestation. Comment est-ce que vous arrivez à faire le pont ou ne pas faire trop le grand écart? Non, la philosophie, elle est toujours très simple. Le plus important, c'est toujours d'éviter
de détruire de la biodiversité. C'est le premier axe. On évite de détruire. Ensuite, si on a besoin... Vous ne pas l'autoroute A89 entre Castres et Toulouse? Non, pour le coup, cette autoroute, démocratiquement, elle a été portée par les élus. Oui, mais en même temps, on voit bien qu'elle... Et l'alternative est encore plus dangereuse pour la biodiversité que ce qui a été proposé. Après, la question, c'est quand on ne peut pas éviter, on doit compenser. Et quand on doit d'abord réduire un maximum, et quand on réduit, après on compense. Et la question qui se pose, c'est le deuxième et le troisième pilier également. Moi, vous savez, je ne suis pas pour qu'on mette une nature sous cloche. Parce qu'à ce moment-là, on vient opposer finalement la vie humaine, le développement économique et la réalité de la protection de la nature. Et si on fait ça, on ne fait que monter des radicalités et du yaka faucon. Voire pire, on crée des alibis pour ne rien faire. Ouais. Moi, mon enjeu, c'est de dire, attendez, il faut toujours qu'on évite de détruire. Ça, c'est la priorité. Et ensuite, y a du portage typiquement qui est nécessaire, des projets qui sont nécessaires, mais il faudra les compenser et il faudra surtout les réfléchir, non pas à l'aune de ce qu'on faisait avant, mais des projections qu'on aura à l'avenir. On va parler de la biodiversité, c'est l'autre urgence, parce qu'il y a ce qui se passe à la COP28, mais là c'est ce qui passe chez nous en tous les cas, puisque Elisabeth Borne, avec vous, a présenté la stratégie nationale sur la biodiversité du gouvernement. C'est vrai que pour les entreprises, il y a un enjeu énorme, vous le disiez, c'est qu'en même temps, elles pompe beaucoup de la nature, mais maintenant, quelque part, il faut rendre, parce que si vous prenez le VMH, c'est ça, c'est du cuir, tout. Enfin, vous prenez des matières premières, c'est la nature. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux entreprises là, qui vous écoutent, parce que c'est très important de leur dire qu'elles doivent intégrer ça dorénavant dans leur modèle économique. Moi, aujourd'hui, la première des choses à faire, c'est de faire des diagnostics pour savoir de quoi on dépend. Parce qu'en fait, on ne le sait même pas. Souvent, les entreprises ne voient pas que leur dépendance, elle est liée à l'eau, elle est liée aux pollinisateurs, elle est liée à la qualité de l'air. Ce sont des exemples très concrets. Ou des filières, des secteurs entiers qui vont être les plus impactés. Et certains, je pense à l'agroalimentaire, tout le monde le voit. Mais en réalité, la question de le monde pharmaceutique sera très impacté, le monde du textile, la construction, le monde du bâtiment sera très impacté, et en réalité, le monde de la finance. Et ça paraît très loin. La finance, je vois moins comment c'est impacté par la biodiversité. En réalité, 75% des prêts bancaires européens dépendent de services rendus gratuitement par la nature. Et donc, c'est le modèle même de la... Pourquoi ? Typiquement, vous prenez tous les prêts qui sont donnés aujourd'hui au monde pharmaceutique. S'ils n'intègrent pas des résolutions qui stabilisent la résilience de l'entreprise au moment où elle fait son prêt, l'entreprise est à risque d'effondrement et donc du coup de limitation de sa cotation si elle n'a pas intégré ce point-là. Et c'est 75% du monde économique. C'est si j'ose dire, d'accord. Par ricochet. Okay. Et en plus, on a aujourd'hui une sorte de réglementation qui arrive aussi, qui s'appelle la CSRD, qui est une obligation extra-financière pour les plus grandes entreprises sur le niveau européen, où on devra écrire quelle est notre dépendance à la biodiversité. Et c'est là où, si on ne fait pas attention, demain, typiquement, on pourra ne plus avoir, par exemple, de vignerons, on pourrait ne plus avoir, je vous donne un exemple, mais de cuir de bonne qualité, on pourrait finalement avoir des fleurons de notre industrie ou de notre économie parce qu'on n'a pas fait attention à ce dont ils ont besoin. Et ce dont ils ont besoin, eh bien, c'est autour de nous. Et c'est la différence entre le climat et la biodiversité. Même si c'est des la nature, parce que nous, enfin moi, de mon temps, pardonnez-moi, on parlait de nature, on parlait pas de... C'est comme maintenant, on parle de la police de la biodiversité. C'est les gardes-chasse ou les gardes forestiers? C'est toujours ça fait un peu bizarre. Oui, mais ça fait un peu bizarre, la police de l'environnement. Mais on les a renforcés parce que il se trouve que moi, je viens du ministère des Armées et puis du ministère de l'Économie avant de rejoindre le grand ministère de l'Écologie. Et il se trouve que ce qu'on ne protège pas, on lui donne pas de valeur. Et c'est pour ça que je renforce la police. La police de l'environnement, je la renforce sur son trafic illégal. Donc on crée un TRACNAT, exactement le même modèle que TRACFIN. Parce que vous savez, c'est le 4e trafic mondial. C'est 20 milliards d'euros d'argent qui finalement s'évapore et qui finance, vous savez quoi ? Eh bien, ça peut financer la traite humaine, ça finance le terrorisme, ça finance comme les pires maux de la société. Et ça met en danger en plus notre sécurité sanitaire, parce que quand vous ramenez par exemple des espèces exotiques, et j'ai fait un contrôle avec les douaniers à Roissy, eh bien ce sont des petites horreurs qu'on trouve malheureusement dans certaines valises, avec des espèces, des insectes, des larves, qui mettent en danger notre environnement, mais notre santé aussi. Un autre chiffre qui m'a étonné, en fait, il y a 50% des secteurs qui sont dépendants des services qu'on appelle services écosystématiques, bref, qui dépendent de la nature ou qui dépendent de la biodiversité, puisque c'est maintenant comme Exactement. Ça qu'on appelle la nature. Et ben aujourd'hui, c'est ces métiers-là, c'est ces secteurs-là que moi je réunis autour à Roclore, donc au ministère de l'écologie, en leur disant, écoutez,
moi, je ne juge pas. Je ne veux juger personne. On a tous une maturité dans notre modèle économique qui est différente. On a des leaders, on a de la chance. Je pense à Kering, à Bell. On a de très belles entreprises à L'Oréal qui sont très en avance. Mais quel que soit votre niveau de maturité, venez. Il n'y a aucun discours moralisateur. Ce qui est certain, c'est que nous avons besoin, pour même notre souveraineté économique et le projet de réindustrialisation, nous avons besoin que chacun prenne conscience de sa dépendance, qu'il fasse évoluer son modèle d'affaires, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que demain, on a des compétences entières à trouver en termes d'emploi. Et si on veut que nos enfants aient des emplois qui les motivent, qui ont du sens pour eux, mais surtout qui augmentent notre souveraineté économique, nous avons besoin de les préparer aujourd'hui. Est-ce qu'il faut des sanctions ? Vous savez, pas pour l'instant. Non, des sanctions, il y en a déjà. Hein. Des lois qui sont restreignantes, il y en a. Quand on fait le zéro artificialisation des sols, en réalité, on baisse la pression sur le monde de la construction et du bâtiment. Des outils, on en a. Aujourd'hui, on a surtout besoin d'une énorme prise de conscience et surtout que la biodiversité ne soit pas gérée par le N-19 d'une grande entreprise, mais au contraire par les directoires et de la formation sur la biodive. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'angle mort encore beaucoup trop de notre modèle économique. Oui, absolument. Et pour ça, je vous ai demandé d'être là, parce que je trouve que c'est très intéressant. On n'en parle pas assez. En fait. Non, et pourtant, on parle de la COP28, mais en même temps, ça a une logique. Du reste, vous avez présidé donc en virtuel une réunion là-bas, justement, sur les crédits pour la biodiversité. Est-ce qu'il faut maintenir l'épreuve de surf en Polynésie française? Je ne sais pas si vous avez vu, le président Brotherson a annoncé qu'il n'était pas sûr parce qu'on détruisait, si je vous pose la question, sur le site de Tiupu, on détruisait des corails, des coraux pour construire cette grande tour qui permettrait de surveiller les épreuves de surf. Vous dites oui ou vous dites non? C'est un arrache-cœur de voir des coraux détruits, pour être très clair. Ouais. Et d'ailleurs, ça ne pourrait plus arriver à l'avenir puisque dans notre stratégie nationale biodiversité qui a été présentée à Matignon, vous l'avez rappelé, on a décidé de protéger 100% des coraux. Et si on ne fait pas attention à ces coraux, je vous donne juste un exemple pour vous dire à quel point c'est important, ces coraux, que c'est pas une lubie. Hein. D'ici la fin de la décennie, la fin du siècle, on va avoir, s'il y a 2 degrés qui augmentent dans la mer, tous les coraux seront morts, 99% des coraux. Sauf que les coraux, en réalité, ils permettent à presque 50% de la vie marine de prendre acte parce que ça les nourrit, parce que c'est un animal qui est nécessaire dans cet espace. Et pour revenir à la tour et répondre à votre question, moi j'entends les propos du président, j'entends aussi que la deuxième tour qui était une alternative ne peut pas être utilisée parce que c'est dangereux. Ce qui est certain, c'est que moi je mobiliserai mes services pour voir aussi quelles sont les alternatives possibles. Moi j'adore quand la France rayonne par évidemment ces événements sportifs et en même temps on voit à quel point il était nécessaire de poser un sujet, une protection sur ces coraux. C'est pour ça que je l'ai mis dans la stratégie nationale pour que ça ne se reproduise plus jamais. Oui, c'est ça. Donc, a priori, vous n'êtes pas vraiment pour, hein, si on lit entre vos lignes. Mais en même temps, ça s'appelle la solidarité du gouvernement. Merci beaucoup, Sarah El Haïry, d'avoir été avec nous. Nous avons parlé de biodiversité. Bonne chance pour la suite, pour ce nouveau monde que vous portez. Et à bientôt. Merci beaucoup.